RDS et Balcon présente le petit paquet. Avec Mathieu qui fait du air guitar comme si sa vie en dépendait. Hey, c'est festif, ça. Parle-moi de ça, l'esprit de Noël. C'est-tu le temps des fêtes ou ça ne l'est pas? Ça l'est, ça l'est. Ça l'est. On C'est est pas là. parce que t'as toujours ta même attitude imperméable à tout plaisir que ça peut pas être le temps des fêtes pour les gens Check-moi qui à aiment ça de la face, là. J'ai pas l'air d'un gars qui aime ça, Noël? Ben, pose-moi pas des questions desquelles tu veux pas Ben, c'est entendre la facile. réponse. Hey, c'est correct, là. Pas beau, là. T'enchaînes. Il a besoin d'un câlin, comme toujours. Un câlin de Noël. Un autre cadeau. En fait, c'est ça, toi, il faut t'acheter avec des cadeaux Ouais. pour te mettre de bonne Moi, faut me humeur. nourrir puis m'acheter des cadeaux. Il y a un de tes collègues hier qu'on nommera pas dans un party de bureau qui est venu me voir et me dire: Hey Stéphane, es-tu tout le temps bête demain? Ouais. Tout le temps, tout le temps. C'est ça. C'était Living the café. C'était le party de Noël du petit paquet dimanche. Ben oui. Avec Oh. des petites saucisses. On va Pendant faire des que saucisses. Stéphane a fourni des petites saucisses dans le bacon. Il est arrivé avec une brouette pleine de petites Brouette de saucisses. saucisses. Mais là, mes boys, ça prend des petites saucisses. Ouais, ouais. Mathieu nous a fourni sa gracieuse et charmante demeure. Ouais, oui, c'est vrai. Avec ma collection DVD qui sortait sur des Oui, sur qui a une fait photo. réagir Puis les gens. C'est comme du monde qui nous écrivent: Ah, en fonction de l'analyse des titres de DVD, vous devez être chez Mathieu. Je suis comme: OK, les Comme gens. c'est bon de te connaître c'est- à ce point-là. C'est ça, les gens aiment ça comme deviner c'est quoi nos goûts cinématographiques. Donc, bravo les gens, bravo. Puis moi, je vous avais offert a little bit of the bubble. Ben oui, c'était. J'avoue que c'est pas mal moi qui l'ai bu au complet. cette bouteille-là. Ouais, Mathieu est tombé dans le boblé. Tout le monde avait des flûtes. Moi, je me suis versé ça Un à coup de boc. pinte. Là. Fait que, mais c'est ça, j'ai bien dormi. C'est Noël. Puis tout ça pour dire qu'on n'a pas grand-chose à dire sur LNSL. Quelques combats intéressants en C'était début de TLC, carte, là, mais- quand on n'était pas trop attentif parce Non. qu'on venait d'arriver. C'est ça le Puis, problème. On le regardait à moitié, ce gars-là. Puis, puis on s'entend que les combats d'importance ont tous été pas mal des gros dods, là, des gros. C'est la des seule gros affaire coups qu'on d'épée a dans vraiment l'eau, là. manqué, c'est que vu qu'on le regardait distraitement, on a plus ou moins remarqué la blessure à Kerry Ben, c'est Sane. ça. Ouais. Ça a quand même fait jaser cette semaine. Puis oui, avec le recul, elle était clairement plus là. Elle était out of it, ce qui explique que le combat était un peu décousu puis décontenancé. Puis il y a un petit peu le heat aussi. Là, Charlotte aurait probablement coupé les coins ronds sur faire attention à Kerry Sane. Peut-être que les arbitres dormaient au gaz aussi. Il y a peut-être quelqu'un en coulisses qui n'a pas passé le message. On a vu Becky C'est ça. la rouler en dessous de ring Ouais. pour essayer de comme décalisse toi là. C'est ça, Becky et Asuka voulaient la protéger. C'était évident sur quelques séquences. Là, les coups étaient très loin. On voulait la sortir de l'action. Charlotte a comme pas eu le mémo. Elle était peut-être fâchée. Il y a quelque chose qui cloche puis qui n'a pas passé comme message. On ne sait pas si on va en entendre parler. À date, non. Donc, Elle les a filles juste sont... tweeté un c'est pouce ça. en l'air. Donc, je sais pas si ça veut On dire va- que finalement, elle n'a pas de problème de tout ça, commotion. tout, mais- ça, tout ça va se faire swiper en dessous du tapis Ouais, comme ouais, d'habitude. c'est ça. là. C'est malheureux parce qu'on a fait des grosses campagnes de sensibilisation. Tu sais, ils ont introduit le précédent de on va arrêter les combats quand ça va trop loin. Les ça. arbitres mettent des gants. Mais ça a l'air que c'est flexible pas mal, cette affaire-là. Puis au final, dans tout l'ensemble du pay-per-view, tu sais, on a eu une performance B dans un pay-per-view B C'est ça. pour une année B pour la WWE. Puis B, t'es Mais généreux. c'est- Ouais, là. c'est ça, exactement. Tu mets du On- sucre là, pour B, là, parce que, mettons, financièrement, c'est une année B. Pour le reste, on va repasser. Justement, je pense que c'est un bon moment aujourd'hui. Puis que si vous trouvez que c'est pas un bon moment, ben vous allez le chier parce que Vous c'est là qu'on le l'écouterez fait la semaine pareil. prochaine, Vous l'écouterez la c'est semaine tout. prochaine. C'est le moment de vous offrir les paquets d'or, de revenir sur les meilleurs moments de l'année. Ben oui. En différentes catégories, sous forme de remise de prix. Là. On a Mais déjà on n'a fait- pas de prix. On n'a pas On a de prix, mais c'est pas grave. On a déjà fait ça, enregistré en soirée avec de la boisson. Là, on va avoir Ouais. peut-être un petit peu plus de décorum et on va essayer Mais de là- garder ça succinct. Officiellement, c'est la 3e édition des paquets Ben d'or. oui, là. c'est ça. Tellement. On commence à avoir le Ça paquet vieux. va-tu vite? Non. Mais C'est on- le fun quand... C'est quoi, ça? Hey, t'as même J'ai- t'as j'ai oublié oublié tes propres cat- tes Maudit propres que ça passe catchphrases. vite quand on s'amuse. C'est ça. On va vous donner une édition spéciale en janvier. Parce que là, on arrive, c'est 2020. Comme 2020. disait notre ami Kelly, Personne dit 2020 ça. arrive. Fuck Kelly Kelly. dit 2020. Seigneur. Comme disent les jeunes sur IG. Ouais, les jeunes yo. Il y a comme un bar qui vient d'ouvrir à côté de chez nous, le 20-20-20 en plus. C'est comme tout est relié. Hey, wow, c'est Ça, bon. ça va se faire brûler pour la gentrification dans pas long. Là. On vous offre les paquets d'or de l'année aujourd'hui. On prend quelques petites semaines de break dans le temps des fêtes. C'est même pas parce qu'on veut, on n'a pas accès au studio. C'est à peu près ça. Il y a une clé, il est barré, puis on revient pas. Puis en janvier, on va regarder Wrestle Kingdom évidemment et la décennie dans l'ensemble. On va prendre le temps de regarder ce qui s'est passé dans les 10 dernières années parce que là, c'est un bon point pour justement regarder l'évolution de ce qui s'est passé dans le monde de la lutte
dans les 10 dernières années. Ah, puis des questions pas évidentes parce que 10 ans, c'est long. C'est long, exactement. Puis là, qu'est-ce qui est une présence acceptable sur un 10 ans pour être le meilleur dans quelque chose? C'est ça. On aura ces discussions-là dans 3 semaines. Cette année, il y a eu de la bonne lutte cette année. Il y a eu du bon produit si on est prêt à regarder ailleurs que Raw et SmackDown. En fait, À mon avis personnel. En fait, je pense que c'était bien intéressant. Le monde de la lutte était A intéressant. beaucoup changé, effectivement. Mais les matchs en tant que tels, les histoires, c'était pas un grand cru, nécessairement. Effectivement. Justement, on repassait aux catégories là, auxquelles on allait s'attaquer aujourd'hui. J'essaie de me préparer hier soir, puis j'ai eu plus de misère que par les années passées. Certaines catégories que c'était dur. Ouais. Mais ironiquement, 2019 va quand même être une année charnière parce que Oui. il y a eu des événements hors ring qui ont fait que la lutte a beaucoup changé. Ouais, Et quand on va y revenir dans 5-10 ans, ça va être OK, c'était comme le début de quelque chose, 2019. Un peu comme 97 à l'époque avec le Screwjob et tout ça. Tu sais, sur le coup, tu étais comme moi, année bof. Mais à chaque fois que tu y reviens, c'est comme ben non, mais le point de départ, c'est là. J'ai un peu l'impression que 2019 va être le point de départ justement de 2020 pour la nouvelle décennie dans la lutte qui va influencer beaucoup de choses. Donc, moins de trucs individuels, mais collectivement, je pense qu'on a eu une belle année de lutte. On a, je retiens surtout des longues périodes de temps dans l'année où j'ai trouvé ça pénible suivre la lutte et ça m'était jamais arrivé autant, du moins par les années passées. Commençons à l'intérieur des câbles. Oui. Combat de l'année. Bon, comme d'habitude, on va probablement aller piger, j'imagine, plus du côté d'NXT que du côté du main roster. J'ai fait bien des efforts pour trouver du côté du roster principal de la WWE un combat marquant et je n'ai pas réussi. Là, je regardais pour essayer de me donner des idées, des listes déjà qui commencent à sortir sur Internet. Puis à chaque fois que je voyais, mettons, je sais pas, AJ Styles contre Seth Rollins à Money in the Bank, j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé dans ce match-là. Qu'est-ce que je voyais qui sortait beaucoup, c'était Cole Gargano, numéro 2, à Toronto. Ouais. Là, j'étais comme, c'est quoi déjà ce match-là? Puis là, je suis allé l'écouter hier pour réaliser que je l'avais jamais vu, en fait, parce que j'étais en voyage au moment où, dans la fin de semaine de SummerSlam. Et donc, c'était quand même un contrat. C'est un match qui a duré à peu près 1 heure. C'était un 2 out of 3 falls. Et c'est peut-être parce que c'est le plus récent que j'ai vu. Je l'ai regardé hier soir, mais je l'ai lu comme étant mon combat de l'année. Donc, Cole Gargano, numéro 2. C'est un solide contender. Le premier, on l'avait vu, c'était à New York durant le TakeOver, juste avant WrestleMania. C'est sûr que, bon, ces deux gars-là, à la fois WrestleMania et NXT TakeOver Brooklyn 3, je pense, à ce moment-là, ou 4 même. Ouais, quelque chose de genre là. Je les ai pas réécoutés à la télévision parce que j'aime ça garder comme souvenir de ces événements-là mon expérience live. Je me dis que si je regardais WrestleMania à TV, ça viendrait un petit peu changer les souvenirs que j'ai. Et donc, celui à New York, Cole Gargano, je me souviens que c'était bien, mais ça a pris un petit peu de temps avant de se mettre en branle. C'est surtout comme la fin du match qui est intéressante, alors que celui à Toronto, du début à la fin, c'était tight là, quand même. Je dirais pas que c'est un exploit, mais pour remplir un match d'1 heure, le rendre intéressant aussi longtemps, il y a vraiment quelque chose qui a été réussi. Et ça paraissait dès le début que les deux lutteurs se connaissaient bien, beaucoup de références au match d'avant, mais pas de la même façon que Gargano Ciampa le faisait en utilisant les accessoires. Là, c'était plus dans on se connaît tellement bien qu'à chaque fois que quelqu'un est sur le point de faire une manœuvre, ben, l'autre se prépare, puis c'était vraiment bien construit. Ouais, Toi, j'imagine que tu nous amènes du côté du Japon? Normalement, je vous amènerais du côté du Japon, mais cette année, je reste aux États-Unis. Ouais. Je sors évidemment de la WWE parce que Mathieu l'a dit, à la WWE, c'est plus difficile. NXT, il y a des très bons candidats. Du côté de NXT Yoki, il y avait un combat qui me faisait de l'œil. Tu y vas-tu avec Walter Bates à Cardiff? J'y ai pensé. Ouais, j'y ai C'était pensé. dans mon top 3 pour moi, sortir du cadre, mais j'y vais frère contre frère. Okay. Ouais, ben, c'était mon troisième dans mon top Frère 3. contre frère, pas parce que c'était les manœuvres les plus spectaculaires, mais Cody contre Dustin, c'est ça de la lutte. Tu me demandes de résumer à quelqu'un c'est quoi un combat de lutte, c'est quelque chose que je lui montrerais parce qu'il y a une construction narrative. On est présentement à une époque où la barre a été élevée, a été changée par rapport au in-ring performance. C'est comme des gars maintenant, tout le monde fait des suicide dives, tout le monde le niveau acrobatique est rendu très élevé. Puis Cody et Dustin ont montré
comment tu pouvais faire de la lutte old school des années 80 puis que ça pouvait encore fonctionner en 2019. C'est un peu un statement Puis en aussi 2020. du, tu sais, toutes les choses changent, les choses évoluent, ça va plus vite, plus fort, plus tôt, mais des classiques bien exécutés, comme si t'étais mettons, un vieux chef français dans la soixantaine, il pourrait rentrer dans une cuisine trendy du Myland, faire comme, attends un peu, là, moi te faire un bœuf bourguignon, puis tu vas être sur le cul, là. Tu sais, c'était un peu le défi qu'ils ont fait, on va le faire comme, ben oui, c'est bon. on va le faire comme notre père le faisait, comme ça a été fait par les Flair de ce monde dans les années 80, 70, et les gens étaient sur le bout de leur siège. Moi, le premier, il n'y a pas de manière spectaculaire, il n'y a rien eu de Non, c'est wow. du storytelling, C'était c'est- juste là, une belle brique d'histoire bien menée. Je suis pas nécessairement un gros fan de sang dans la lutte, mais ça, il y en avait tellement, là, ce qu'on appelle le Crimson Mask, là, je pense, dans le jargon. La face de Dustin Rhodes était maculée de sang, et pour une fois, ça ajoutait quelque chose. Et non seulement le match lui-même était bien construit, mais le payoff émotif à la fin, bon, on a éventuellement une catégorie, le paquet souillé, en fait, moment oh my god, je l'avais prévu pour ce moment-là, là, l'espèce de j'ai pas besoin d'un coéquipier, j'ai besoin de mon frère pour venir avec moi. Moi, c'est, je pense, un des principaux moments émotifs de l'année de lutte. Donc, félicitations. Absolument. Ça résume mon choix aussi. Là. Tout ça, les émotions, le storytelling, au-delà des manœuvres, parce que sinon je serais allé ailleurs. Puis quand tu disais, juste pour conclure vite, quand tu disais frère contre frère, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était les Lucha Bros contre les Young Bucks. Et, tu sais, j'ai pas un match en tête qui me vient particulièrement de ces deux équipes-là, parce qu'ils se sont rencontrés tellement souvent, mais j'ai l'impression qu'on pourrait mettre l'ensemble de leur œuvre à ces quatre lutteurs-là en quelque part dans la catégorie match de l'année, peut-être rivalité de l'année en quelque part, parce qu'ils l'ont sorti du stade à chaque fois. Moi, je suis totalement d'accord avec vos choix. Je vais me permettre, moi, de donner mon prix à Starry Devlin qui, à Over the Top, le 5e anniversaire, ont brisé la baraque en levant la barre de c'est quoi un match indépendant. Jeter un coup d'œil là-dessus si vous C'est avez quand même le temps. assez récent, ça fait un mois et demi. On en a parlé quelques fois à l'émission, je pense, peut-être quand tu n'étais pas là. Même les noms que tu viens de dire, je sais pas c'est qui. Stardust, David Starr et Jordan Devlin. Jordan Devlin, tu l'as vu à NXT UK brièvement. David Starr, tu vas le voir éventuellement. Il est tellement bon, il va percer. C'est sûr que oui. J'en prends bonne note. Hein? Du côté inverse de l'échelle, pire combat de l'année. Ouais. On a été grillés encore Il cette année. y a plus d'options. Là, tu sais, je veux dire, c'est facile. On a juste à aller virer en Arabie Saoudite, puis il y a plein de candidats. Là. C'est ça, c'est à peu près ça. Je pense qu'on peut juste faire un prix spécial. Les galas en Arabie avec des vieux de plus que 50 ans. Goldberg Taker, ça avait été un désastre. Ah oui. Kane Velasquez, puis Tyson Fury. Oui, ça a été c'est un désastre. On n'a pas eu un ça, Triple c'est tout dans le H. même gala, hein, c'est ça? Il y a eu Smash Showdown, il y a eu Crown Jewel, il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu deux, je pense, pendant l'année. Ouais, Goldberg Taker, c'était celui au printemps. Kane Velasquez, c'était le dernier à l'automne. Fait que tu sais, t'étais un mois après WrestleMania, ça continuait. Tout le monde était sur un high encore. Puis cette affaire-là, le Goldberg Taker qui avait aucun maudit bon sens. C'était pas ça la même carte, le Triple H contre. Ça, c'est. Non. Non, mais il était sur cette carte-là, je me souviens juste plus c'était quoi son combat. Tu sais, l'ensemble de l'Arabie, c'est juste comme. Pourquoi ça existe, cette affaire-là? C'est ça. Ben, tu sais, j'ai fait un effort pour ne pas regarder ces galas-là, mais tu sais, j'entendais tellement de mauvaises choses à propos de Goldberg Taker que je suis même pas allé regarder le match au complet, mais je regardais un montage là, des moments malaisants. Puis c'était assez pour savoir qu'il s'était passé quelque chose de vraiment catastrophique à l'intérieur des câbles. Sauf que là, tu l'as dit. C'est un peu hors catégorie, l'Arabie Saoudite. C'est des choses qu'on préfère faire comme s'ils n'existent pas. Il y a deux autres matchs, je trouve, qui sont marquants pour leur mauvaise étude. C'est un très mauvais néologisme. Premièrement, un match qui était mauvais en raison de sa durée. Brock contre Kofi Kingston. Après, Kofi Kingston venait d'avoir un règne beaucoup plus impressionnant que ce à quoi n'importe qui s'attendait. Et j'ai trouvé ça vraiment malheureux qu'on termine ce règne-là. C'est la première de Fox, de SmackDown à Fox. Un F5, 1, 2, 3, c'était terminé. Je te parlais là dans ma réflexion, mais effectivement, tu as 100% raison. Et même depuis, on ne parle même plus du fait que Kofi Kingston a été champion du monde. Il y a eu un règne pendant peut-être le 2/3 de l'année à peu près. King Corbin l'a niaisé là-dessus cette semaine. C'est pas mal tout. Puis parce qu'en faisant ça, tu enlèves toute légitimité à ton champion de demander un rematch ou de rester. On l'a ramené dans la division par équipe. Puis c'était comme c'est la fin de l'expérience. Puis
C'est ça. Puis ce match-là, donc, était mauvais en raison de sa structure qui était juste trop rapide. Mais sinon, je pense qu'il faut penser à le match de Fiend contre Seth Rollins dans Hell in a Cell. Match qui avait juste aucun sens. Plein de no-sell avec une finale où l'arbitre va arrêter les hostilités parce que c'est trop violent. Mais t'es dans Hell in a Cell. C'était vraiment tout croche. Je pense que ce match-là est arrivé un petit peu trop vite. La lumière rouge, tout l'ensemble de l'œuvre, c'était... Mal avisé, mal joué, mal dirigé. Comme tu regardais ce film-là comme un navet là, sur une cote de 7, là, puis comme, il y aurait tous les mauvais qualificatifs. T'es comme, pourquoi c'est arrivé cette affaire-là? Puis c'est ça, genre un direct to DVD d'Al Pacino, là, comme mauvaise intrigue, mauvais film. Bon, OK, ça va être ça. Heureusement, ça n'a pas gâché de Fiend Bray Wyatt, ce qui était vraiment le danger, parce que non seulement quand la soirée a fini de Hell in a Cell, j'étais déçu en raison du match lui-même, mais je me suis dit, hey, on a tellement eu un beau build-up avec Bray Wyatt, si c'est vers ça que ça nous menait, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ils l'ont rattrapé, là, au moins, mais quand même un moment de frayeur. Petit moment de frayeur. Ouais. Storyline de l'année. Ouais, j'ai eu plus de misère. Qu'est-ce que je m'étais noté? Ben, je m'étais noté Bray Wyatt, entre autres, justement, le personnage de Fiend, son développement, les Firefly Funhouse. Surtout le début du Funhouse, je pense, doit être considéré, là, avec les vignettes de plus en plus, l'évolution. Il y avait beaucoup de grands questionnements par rapport à tout ça. C'est ça. Puis c'était vraiment intéressant. Parce que quand on parle de storyline, donc les histoires, ça repose en grande partie sur le développement de personnages. Et ça, en termes de développement de personnages, c'est ce qu'on a connu le mieux. Je dis, ce qu'on a connu le mieux... Il faut pas oublier Daniel Bryan. Je trouve que dans la WWE, le chemin qu'a parcouru Daniel Bryan dans la dernière année, n'oublions pas qu'il y a un an, jour pour jour, il était champion de Planet Champion avec probablement Daniel Bryan au sommet de sa forme, sa gimmick de gars écologique qui est fâché contre tout le monde. C'était de l'or en barre. Après ça, bon, quand il a perdu son championnat, il est allé dans une espèce de place sombre. Bon, il y avait le Whodunit avec Roman Reigns. Qui était pas merveilleux, mais quand même, ça lui donnait quelque chose. Et maintenant, ben, il est en train de redevenir le American Dragon avec ses cheveux rasés, sa barbe rasée. Donc, une belle progression, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que quand on va penser à 2019, on va penser nécessairement l'année de Daniel Bryan en raison de cette histoire-là. C'est dur parce que des fois, c'est ça, des storylines, en plus, c'est des petits bouts d'une année. Après ça, une longue année. On sait comment ça a terminé maintenant avec Kofi, mais de janvier à avril, c'est la montée du Kofi Mania. Ça a été une des belles storylines de l'année aussi, à mon avis. Ouais, puis tu sais, ça, faut comme fragmenter un peu l'année. Moi, je suis allé plus dans une optique de 12 mois. Ouais. Puis je pense que la construction d'Adam Cole et d'Undisputed Era du côté de NXT, ça a vraiment bien teinté le 12 mois, surtout que NXT a fait son entrée après ça au USA Network avec... Tu sais, c'était comme nécessaire qu'Adam Cole soit gros avant ça, puis je pense qu'ils l'ont bien amené. C'était déjà là, l'Undisputed Era, c'était déjà établi. Mais là, cette année, ils ont vraiment mis les billes dans le sac, puis ils ont fait, OK, c'est à vous autres, NXT, faites-nous de la magie un peu. Je pense qu'Adam Cole a relevé le défi. Là, il est red hot. Tout le monde est d'accord pour dire qu'Adam Cole a un bel avenir devant lui. Puis cette année, ça a été justement la rivalité avec Gargano, l'arrivée d'NXT à la télé, le retour de Ciampa, t'as Finn. Adam Cole est comme la glu qui tient tout ça ensemble. Puis c'est une grosse année pour lui au niveau du story. Puis tout ce qu'il y avait autour de Survivor Series, d'habitude, l'idée de brand warfare, de Raw contre SmackDown, je trouve que la sauce a été trop étirée. Mais là, l'ajout de NXT cette année, je trouve que ça a vraiment bien fonctionné. Moi, c'est justement après un moment, un mois à peu près très difficile autour de Crown Jewel, je pensais que j'aimais juste plus la lutte. Ça contribuerait à me ramener à la lutte et j'ai ressenti de l'excitation. Justement, parlant d'excitation, les moments, oh my God, quand on se souille le paquet, ces moments-là, on s'arrive à tout le monde, on perd un peu le contrôle de nos fluides. Quel événement, quel moment dans l'année vous a fait le plus réagir? Ben, tu sais, j'avais pas mis Kofi dans la meilleure storyline parce que je voulais le garder pour cette catégorie-là. Je pense que le couronnement de Kofi à WrestleMania, bon, avec ses enfants, c'était... tu sais, en plus, le match lui-même avec Daniel Bryan, c'est un excellent match qui a été bien exécuté et la finale, c'était ce que les fans voulaient et je pense que ça a été probablement le principal moment marquant. Mais c'est plus en termes d'histoire. Sinon, il y a sûrement des spots qui sont plus marquants cette année.
Peut-être que Stéphane, tu vas dans cette Non, je suis pas allé direction-là, dans non? les spots, moi non plus. J'y pensais justement, je cherchais. Tu sais, il y a eu Aerostar à la AAA qui s'est lancé du toit. Puis j'étais comme, Oui. mais je veux pas aller là. C'est comme, je veux pas récompenser ces risques-là. Tout comme Ciampa qui a failli tuer Adam Ouais, Cole. j'y ai pensé, J'aime, tu sais, je trouve ça spectaculaire, mais on dirait que je veux pas l'encourager. Fait que moi aussi, j'y allais plus dans le côté moment. Mais moi, c'est plus un boulet rouge sur l'industrie qui m'a marqué cette année. Et c'est Jon Moxley qui débarque à Double or Nothing. Même si c'était télégraphié, on s'en doutait. C'était quand même un oh, la guerre est lancée là. Tu sais, c'était tout le temps All Elite s'en vient, c'est beau, la compétition. Mais tu sais, on dirait que c'était pas concret tant qu'on l'avait pas dans notre assiette en avant de nous autres. Puis là, Jon Moxley arrive, attaque Kenny Omega. Oh, c'est l'ancien Dean Ambrose, la WWE, dans l'imaginaire collectif. C'était clairement le je viens de lancer le premier coup à toi, chef. Moi, j'avais donné une mention à Double or Nothing dans l'ensemble, c'est un très bon événement. C'était justement un gros coup, mais je pense que pour moi, du côté All Elite, encore plus gros, c'est le premier soir de télé. Ben, c'est les deux. Le premier show TV, il y avait quelque chose de spécial ce soir-là. Le show a été excellent. C'était la réalisation de OK, pour vrai, là, on commence une guerre des mercredis soirs entre All Elite et NXT. Puis moi, c'était le plus fébrile, je pense que j'ai été. Puis on était tous live, l'année. on était comme à soir, je regarde la lutte. Puis ça faisait longtemps, tu sais, même des pay-per-views, c'est comme bon, dimanche, je vais arriver autour de 7 h. Là, c'était comme non, je suis chez nous mercredi à 8, là, je ne manque pas la première diffusion d'All Elite. Puis quand je parlais d'une année charnière en début d'émission, ben c'est pas mal ça. C'est comme 2019 et le début de quelque chose. C'est ça, moi je choisis Double or Nothing, puis Frank la première télé, mais c'est dans la même idée que c'est ça notre moment wow de l'année. Ouais, parce que c'est ça l'histoire de l'année. C'est All Elite. C'est l'arrivée d'All Elite, c'est le début de cette compétition-là. Cette resurgence-là du monde de la lutte en général, parce que plus il y a de shows, plus il y a de compagnies qui vont bien, qui sont à télé, qui sont exposées, ben plus la business va bien se porter. Puis on va avoir éventuellement, la WWE n'aura pas le choix de réagir, d'augmenter la qualité de son produit. À NXT, c'est déjà haut. On n'a pas parlé de l'épisode d'hier soir, mais écoutez-le quand tu vas passer, gros moment qu'on attendait depuis longtemps qui s'est passé hier. Donc, on est là avec le produit NXT. On va espérer qu'éventuellement le produit main roster sera peut-être capable de suivre la game un peu. Mais tu sais, le pire, c'est que mettons, à pareille date, l'année passée, on se disait tous que 2019 allait être l'année où Fox change la game. Puis, finalement, c'est All Elite qui est arrivé comme une tonne de briques. Puis a fait, c'est TNT qui a changé la game. Tu sais, Fox, oui, a changé beaucoup de choses, mais c'est ça, c'est le retour de TNT dans le giron de la lutte qui a fait, oh, t'as peu, là, on n'a plus la même game. Puis Fox est là, c'est plus gros, mais Raw est en pente descendante sur un 6 bols de temps. Là, donc, c'est NXT. Hein. 3 petites catégories, là, un petit peu en rafale, un peu rapide. Le turn de l'année. Il n'y en a pas beaucoup de ça, hein? Finn, son... Il y avait ça, mais je pense que... il y a Bayley. Ben ça, Bayley et Sasha, en fait, c'est peut-être, je mets ensemble, c'est peut-être les plus marquants parce que Bayley représentait tellement la babyface la plus pure dans son cœur et là de la voir avec une espèce de bâton de golf, je sais plus trop quoi, vraiment éventrer les Bayley Bodies, c'était une image quand même qui a fait pleurer des enfants sur Internet, donc c'est quand même quelque chose de bien accompli. Puis aussi, n'oublions pas que Sasha Banks, depuis le début qu'elle était dans le main roster, elle avait été que gentille alors qu'on savait qu'elle était à son meilleur quand elle était méchante de ses années NXT. Là, on nous a finalement donné ça. Ce qui me fait hésiter, c'est que malgré ces turns-là, on n'a pas fait grand-chose avec ça. Bon, oui, Bayley est la championne. Sauf que, bon, c'est pas nécessairement marquant. Ça a été excitant pendant 2 semaines à peu près. Maintenant, ça l'est plus tout à fait. Ça, moi, j'aurais eu tendance à le donner à Daniel Bryan, que même si ça n'a pas fait l'année au complet, son champion de la Terre était quand même le méchant le plus over de SmackDown pendant quelques mois. Mais ça, ce turn-là de méchant, c'est fait l'an dernier, par exemple. Là, si tu prends le turn de Daniel Bryan, cette année, c'est son retour vers le côté... plus face. J'avoue que c'est plus cette année qu'il a été champion, mais t'as raison, le turn c'était à la fin de l'année passée. On est en transition, le switch n'est pas fait non plus. C'est ça qui est... Moi, je vais donner une mention à Dakota Kai. C'est pas d'une importance très élevée, on s'entend, parce qu'elle n'est pas là dans le pecking order encore, mais le moment en tant que tel a été super bien fait, puis ça l'a
rajouté beaucoup d'intérêt justement à ce match de War Games-là. Puis j'ai trouvé ça, je l'avais trouvé cool comme turn. Je suis curieux de voir où ça va aller. Mention à Kevin Owens aussi. On peut pas associer son face turn à un moment précis, là, un geste d'éclat qui fait en sorte que maintenant on se dit bon, ok, son alignement a changé. Cela dit, ben on n'avait connu que comme méchant. Maintenant, on donne la chance de briller comme étant un gentil, comme étant une espèce de nouveau Stone Cold. C'est pas parfait, mais c'est quand même quelque chose d'enthousiasmant qui me donne envie d'écouter. Le problème, c'est qu'il a fait son turn. Après ça, on a eu besoin de lui un peu heal. On l'a ramené un peu. Puis là, une fois que ça s'est fait, ok, là, c'est beau, là, on peut le ramener. Mais c'est ça, c'est un peu. C'est ça qui est un peu décevant des fois dans le booking de KO. On l'aime, on sait tout ce qu'il peut faire, mais. C'est comme une porte-battante. Il est à la merci des writers, des envies de Vince, puis c'est toujours ça le problème. C'est un peu boiteux. Retour, début. On commence avec début de l'année. Retour, début. Ben, moi, parce que début, ça dépend, tu sais. C'est pas quelqu'un qui sort de nulle part, là. En fait, début dans une compagnie, peut-être. J'aurais tendance à dire MJF. C'est une. Avant cette année, on n'en avait pas beaucoup entendu parler. Mais là, tous les projecteurs sont braqués sur lui. Il a attiré beaucoup d'attention. On pourrait mettre Walter aussi dans cette catégorie-là, qui était déjà connu en Europe, mais du moins dans le monde de la WWE, c'est l'année qui lui a permis de se faire connaître à plus de gens. Bon, il a délogé Pete Dunne comme champion britannique. Pete Dunne, ça faisait quasiment 2 ans. Si c'est pas 3 qui était champion. Gros combat, c'est ça, à New York. Et bon, il a même été il a été 3 secondes d'écart à Survivor Series, mais quand même, on l'a vu à Raw, SmackDown. Et sinon, les Viking Raiders, il était... mais non, mais c'est parce que ils sont dominants à Raw. Mais c'est ça. Ça, c'est une catégorie qui m'a donné de la misère quand même. Là, Mox, c'est un retour ou un début? Moi, je le mettais comme un retour parce que il y avait le personnage de Moxley qui existait dans le passé, dans le CZW. Bon, ben allons-y, retour de l'année, c'est John Moxley carrément. Il n'y a pas de. Ah, moi, j'ai un autre candidat. Ok, vas-y. C'est là que je vais au Japon. Ouais. Le retour de l'année cette année. Je voulais y aller avec Sekwo, mais finalement, non, c'est Hiromu Takahashi. Après sa grosse blessure, il est revenu à novembre, comme une tonne de briques, comme s'il avait rien perdu. Puis il va tout de suite rebrasser la soupe. C'est pas une vedette majeure, mais c'est un des bons mid-carter au Japon. Hiromu Takahashi a un bon espoir. Puis on craignait quasiment pour sa vie quand il s'est blessé. Donc le gros retour. Mention à Kanta aussi. Mention à Kanta son retour. Puis à Shibata aussi qui est revenu. Mais Shibata, c'est pas vraiment rebattu. Il se battra pas. Tandis qu'Hiromu, lui, c'est tout de suite comme une tonne de briques. Fait au Japon, il y a eu bien du monde qui se sont rapatriés, justement, déçus de ce qui s'est passé. Kanta en est un. Ça n'a pas marché à NXT, too bad. Il revient, là, il est membre du Bullet Club, puis ça fonctionne quand même assez bien, ces affaires pour Kanta. Mention à Give me what I want! Batista qui a eu un bon 2 semaines. Tu sais, je veux dire, ils l'ont bien géré parce qu'on ne l'a pas représenté pendant 6 mois, pendant 1 an. Ça a duré 1 mois à peu près. Non, le moment où il est revenu à l'écran, il a comme sacré une volée à Ric Flair. La façon selon laquelle c'était tourné, qu'il a pogné le caméraman avec lui, c'était quand même cool comme moment. 2-3 petites promos. Un match durant lequel je suis allé pisser à WrestleMania. Puis, tu sais, genre, quand t'es dans le pit du MetLife Stadium, de voir qu'il essaie d'y arracher. C'est que ça reste un maudit match de Triple H. C'est ça le problème. C'est le plus long de la carte. C'est un match long, lent, dans lequel on construit, puis il se passe rien. On se promène dehors, puis c'est ça. Mais à la télé, ça devait bien sortir. Sur place, il était tard. J'étais un peu tanné. Mais oui, la présence de Batista il y a encore une aura. Une présence, là. Il reste un superstar. À petite dose une fois de temps en temps. Tu pourrais me faire ça 2-3 WrestleMania mais il est juste là un mois par année pour dire qu'il est fâché. Ça serait correct. Et ce sera un Hall of Famer dès le mois d'avril 2020. Les grosses catégories, là, quand on arrive à la fin, là, les grosses les prix importants là, que le monde veut le voir à la fin des galas. On va commencer avec la déception de l'année. La déception de l'année.
Qu'est-ce que... ouais. T'es-tu déçu que ça? Mention spéciale, on commence avec la mention avec Sami Zayn, donc qu'on a à peine vu se battre, donc nouveau rôle de manager. Il est quand même, tu sais, il est bon, mais souvent je me demande si je le trouve bon parce que je suis attaché émotivement à lui et au succès que je veux qu'il aille, parce que surtout dans les dernières semaines, je sais pas si c'était des mauvaises foules, là, mais comme zéro hit, là, il met beaucoup d'énergie, puis les gens réagissent pas, donc ça je trouve ça quand même plate pour lui. N'oublions pas que malgré tout le talent qu'il a, il n'a jamais gagné un seul titre à la WWE. Bon, mis à part le championnat NXT, là, mais à la WWE, ce qui me semble une grande injustice. Donc ça, c'est une déception. Sinon, autre mention spéciale, je dirais la division féminine. Ça a été une grosse année l'année passée pour la division féminine qui a culminé justement avec WrestleMania, Ronda Rousey, Becky Lynch et Charlotte Flair. Donc on pouvait s'attendre à ce que ça soit une étape... disons, une marche sur laquelle on allait rester. Donc, on allait continuer d'aller à fond la caisse, mais ça n'a pas été le cas. Ça a été beaucoup de blessures du côté des femmes, une division qui manquait de direction. Et je pense que globalement, ma principale déception, c'est ça, c'est le manque de direction globale à la WWE. Et je pense que la meilleure illustration de ça, c'était toute la passe, le Wild Card Rule, puis comme tous les superstars shake-up, puis on avait l'impression qu'à chaque 3 mois, on essayait de faire reset, de recommencer à nouveau, de brasser les cartes. Ça faisait en sorte que c'était bien dur de rester impliqué puis de prendre les choses qui se passaient au sérieux parce qu'on savait que 2 semaines après, ça allait être tout annulé. Oui. Ouais, c'est vrai que le grand thème de la déception, c'est plus que juste un individu. Tu vas comme pas juste dire ah, toi, t'as pas été bon cette année, je t'efface. Puis je pense que mon thème de la déception, c'est on a une année super fast qui va bien. Mais je pense que ma déception est un peu, pas controversé, mais je suis comme déçu de le nominer moi-même parce que c'est un nom qui ressortait tout le temps. Puis je pense que c'est la transition de Kenny Omega entre le Japon et l'Amérique. Je suis comme déçu du fait que... La déception de l'année, c'est Kenny Omega. Il n'y a aucun nom de doute pour moi. On n'a pas capitalisé sur le fait que Kenny Omega était une superstar à la New Japan. On dirait qu'on l'a utilisé un peu, mais ça aurait pu être plus, ça aurait pu être mieux. Il manque de quoi? Il n'y a personne entre mettons, décembre 2018 puis là, janvier 2020, qui a été coolé down plus que Kenny Omega. Écoute, on parle du premier non-asiatique qui a gagné le G1. Il a été champion au New Japan. C'est comme... Le gars vient de Winnipeg, il parlait pas un mot de japonais, il y a 10 ans, il est allé changer sa vie. Puis là, il arrive aux États-Unis pour la compétition officielle, puis... Le monde ne savent pas c'est qui encore. Tu sais, c'est pas... Ça serait supposé être la plus grosse vedette en Amérique. Il y avait un gros hype du meilleur lutteur au monde. Il y a le documentaire TSN qui était super bon pour ça. Puis c'est vrai que maintenant, on pourrait pas deviner ça en le voyant. Et c'est pas juste... J'ai l'impression que la responsabilité n'est pas juste à lui. Il y a aussi une responsabilité du côté de peu importe qui book Kenny à la All-Elite. Je sais pas si c'est lui-même ou si... Tu sais, on dirait cette peur-là de booker les exécutifs VP trop comme des vedettes en partant. Il y a juste Cody qui a eu droit à un match de championnat. Les Young Bucks sont en mode, on essaye de monter tout le monde dans la division par équipe. Puis là, Kenny avait comme un autre spot ailleurs. On a décidé d'aller du côté de Jericho comme premier champion, ce qui était probablement une bonne décision, mais on a pris cette image-là qui était plus grande que nature, là, Kenny Omega était tellement huge. Ben oui, puis on se rappelle là, que l'événement New Japan à ROH à la Madison Square Garden, quand ils ont vendu tous les billets, c'était quelques mois avant, donc on parle de l'année passée, mais c'est parce que Kenny Omega était encore à la New Japan, puis on rêvait d'un Omega Okada à MSG. Les gens se sont dit, on va acheter ces billets-là, on veut pas manquer ce combat-là. Ça a été une super de grosse carte, c'était vraiment le fun, mais c'est Kenny Omega en partie qui a rempli Madison Square Garden. Et là, comme Frank dit, il est comme de peur de trop s'exposer, d'être critiqué, de trop se donner en show. Puis je pense que ce qu'on lui donne comme personnage présentement, là, il cherche-tu ou pas, c'est comme... Mais il y a eu des bons matchs quand même. Tout à fait. Des matchs assez intenses avec Joey Janela, avec John Moxley. Dans le ring, c'est A1. Là, c'est comme le Workers de rêve. Là. C'est tout le... Puis on dirait qu'il y a une partie de moi qui est un peu déçu de ne pas l'avoir vu popper au Rumble, genre. Peut-être. Il y a comme une partie qui me dit
Est-ce qu'il y aurait eu encore plus de succès qu'AJ Styles dans le même spot? Parce que Styles, en 4 ans, est quand même devenu une des plus grosses vedettes de la WWE. Je veux dire, si c'est Omega dans ce spot-là, est-ce qu'il fait encore mieux? C'est comme un ici que ça me fatigue un peu. C'est ça. Puis tu sais, tu viens de dire... tu sais, Kenny, il manque... Il a fait des super bons combats tout le temps, parce que Kenny, c'est Kenny. Mais c'est plus un big deal. Ouais. C'est juste des bons combats. Comme, OK, c'est Kenny contre Pac en pré-main event, là, avant le vrai main event qui est Jericho. Non, c'est ça. Puis j'avais une déception au Japon aussi, mais j'ai vraiment choisi Omega parce que sinon j'y allais avec Tetsuya Naito. Ça, lui ici a coulé dans son utilisation. On dirait qu'il est sur le pilote automatique depuis 6 mois, puis l'autre 6 mois d'avant, il était champion intercontinental, mais c'était désincarné. On dirait qu'il y a un désaveu. Qui fait avec la réputation de personne qui l'a, d'un gars à la Shinsuke, à la... Tu sais, je veux dire, on peut en nommer plein, là, des gars qui sont très investis quand ça leur tente, puis quand ça leur tente moins. Tu sais, on reproche ça à Randy Orton. Tu sais, Puis tu sais, encore là, ils vont peut-être me faire mentir, parce que là, il est booké dans le main event de Wrestle Kingdom, puis ça finit les 2 soirs champion contre champion. Il est un des 4 gars qui pourrait être le double champion. Ça, donc, c'est pour l'année prochaine. Je garde un 5 minutes à la fin juste pour pour essayer de vite de parler de Wrestle Kingdom. Donc, déception de l'année, l'utilisation de Kenny Omega. OK. Équipe de l'année en tag team. On n'a pas le choix d'aller du côté dans l'élite, là, parce que les victoires par équipe, du côté de la WWE, c'est un peu n'importe quoi. Les meilleurs éléments de NXT ont été amenés sur le main roster / gâchés un peu dans beaucoup des cas. Moi, j'avais peut-être une mention New Day, parce que New Day est toujours un core puis un... J'avoue, je n'avais pas pensé à cette catégorie-là. Je ne me l'étais pas préparé, mais je pense que j'irai avec les Lucha Bros. C'est facilement les Lucha Bros. C'est peut-être parce que moi aussi, c'est une équipe quand même qui roule sa bosse depuis un petit bout de temps. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les connaissaient, mais moi, bon, j'avais vu 1 ou 2 matchs de Pentagon à gauche puis à droite, mais c'est cette année que je les ai vraiment découverts. Puis ne serait-ce que pour le match d'échelle, il me jette sur le cul à chaque fois. Puis le match d'échelle avec les Young Bucks à Double or Nothing, si je me trompe pas, qui aurait pu être facilement un contender dans le combat de l'année. Escaladé de Muerte, là, ou chose genre. C'est ça. Alors, mais écoute, tu tombes par hasard sur un combat. Encore hier à All Elite, il affrontait justement Omega puis Page. Encore là, Omega, belle performance. Tu mets Omega puis Pentagon dans une proximité d'un ring, puis t'as de l'or en bas. Puis les Lucha Bros partout. Là, ils ont fait toutes les fédérations que tu peux penser en Amérique. Puis c'est comme... Ils sont awesome. Puis moi, j'ai toujours le réflexe d'aimer plus Pentagon parce que j'aime mieux son personnage. Mais Phoenix c'est Rock aussi, défie genre les lois de la logique humaine. Là, tu le vois aller et t'es comme ben voyons comment il a fait ça. Ça n'a pas de maudit bon sens. Puis ça n'a pas l'air dangereux. Il est juste très il agile. Pense 4 coups d'avance des fois puis t'es comme OK, c'est ça de la lutte par équipe. Je vais en prendre 3-4 de plus. De collaboration. T'sais, oui, c'est des flips et des trucs spectaculaires, mais c'est des détails. Des fois, c'est juste qu'ils travaillent super bien ensemble. Puis c'est ça. C'est une manœuvre, enchaîne à une autre, enchaîne à une autre, et enchaîne à une autre. Puis t'es comme, hey, ils viennent d'en faire 4 en ligne. Oh, OK, t'as peu, là. C'est ça, les Lucha Bros. Donc, on a une belle cohésion. Puis c'est ce qui manque, justement, on disait à la E qu'on cherchait, parce qu'on fait juste prendre, hey, toi, tu t'en vas nulle part, toi, tu t'en vas nulle part. Hey, vous êtes une équipe. On a des bonnes équipes comme The Revival, puis on leur fait faire des segments où que, genre, ils ont comme quelque chose qui chauffe dans leur culotte. Oui, la fameuse crème de show. Quand il y avait des rumeurs qui allaient partir puis qu'on voulait les enterrer. C'est sûr, il y a eu... Il y a plein de bonnes équipes à WWE qui sont juste mal utilisées. Ben oui, ils se font juste, même les DOC, là, c'est une farce un peu le clan, mais Anderson et Gallows, ça fait des années qu'ils roulent ensemble, puis sont bons, là, mais c'est ça. Du côté des femmes, en 2018, la question, c'était est-ce que l'émergence de Becky Lynch, de Men, à la fin de l'été, avait fait assez dans la fin de l'année pour battre l'année de Ronda Rousey? On a la situation inverse en 2019. Est-ce que Rhea Ripley a assez fait depuis 3 mois pour effacer, pas effacer, mais battre l'année de Becky Lynch, de Domaine, qui est à la tête de la plus grosse division féminine au monde? C'est fatigant, hein? Je pense que
Rhea Ripley, malgré tout l'amour qu'on a pour elle, on peut pas dire honnêtement c'est son année dans la lutte en général. Elle a quand même très bien paru, mais justement, dans les 2-3 derniers mois, Becky, même si elle a un petit peu ralenti, il y a quand même quelque chose qui relève de la mystique là, chez elle. Elle est quand même la championne. Puis elle demeure quand même la plus grosse vedette, hommes et femmes de la compagnie, est en haut de tout le monde. On a eu Becky Two Belts pendant un mois ou deux après Mania. Justement, le gros match à Mania avec Ronda puis Charlotte. C'est un gimme, tu t'en vas-tu ailleurs? Moi, j'irai ailleurs. Okay. Parce que oui, Becky... T'es de mauvaise foi, mais... Non, je suis pas de mauvaise foi. Becky a eu une belle année, mais c'était... Je suis pas capable d'oublier le 3 mois contre les C-Events. C'était comme l'ensemble est beau, mais quand tu te mets à regarder un peu comment on a eu l'ensemble, il y a des morceaux qui fit carré un peu dans le casse-tête. Rhea Ripley, explosion totale. L'année prochaine, c'est sûrement à elle, puis dans 10 ans, ça va sûrement être à elle. Mais moi, cette année, la femme qui s'est plus illustrée, on regarde moins dans cette direction-là, mais on devrait, c'est Tessa Blanchard. Je savais qu'elle allait sortir ça. Je l'ai vu dans des tops sur Internet. Puis je voulais pas dire ça parce que je l'ai jamais vu dans le ring. Elle était en rivalité pour le championnat du monde de la TNA longtemps. Elle a eu des combats mixtes, des combats violents, des combats techniques, des combats contre d'autres femmes aussi. Tessa Blanchard, c'est l'avenir de la lutte féminine. Là. Stéphane, si 2 lutteurs ont un combat dans la forêt, un combat de l'année dans la forêt, puis qu'il n'y a personne qui est là pour les voir, puis pour entendre. Moi, je vais être là. Est-ce que tu peux... Je comprends ton point, je comprends le vouloir aller ailleurs, je comprends le vouloir regarder Tessa travaille très bien, c'est une super vedette. Ouais. À un moment donné, il y a des décisions que tu prends, puis de toi, de t'affilier à un produit qui est sous-écouté. Je dis pas, j'enlève rien à la qualité du produit de TNA, mais c'est un produit que les gens n'écoutent pas. Impact, c'est vrai, excusez. Que les gens n'écoutent pas, que les gens suivent pas, Puis il y a une division féminine extrêmement forte sur le main roster à la WWE. Dans la NXT, probablement le plus gros roster. Tu peux rien enlever à la division féminine du main roster. Là. Le monde qui sont là étaient nos stars NXT ils sont très bonnes, mais je peux en enlever au booking puis à l'exposure. C'est pas le talent des lutteuses. Becky est excellente. Là. All Elite est en travail à s'en booker un. C'est pas toujours évident. Moi, je peux pas considérer Tessa pour ce spot-là juste par... T'as beau être le meilleur animateur de podcast, s'il y a 20 personnes qui t'écoutent, t'es-tu vraiment le meilleur? T'sais? Non, je sais que c'est un petit marché, mais je sais pas, il y a quelque chose dans l'après WrestleMania pour Becky qui m'a fait un peu déchanter. Puis je trouve que c'est trop sur le pilote automatique. C'est comme correct, c'est bon, mais on dirait qu'il manque le petit oomph de plus. Je sais pas, elle a réussi encore à faire des promos qui sont super bonnes. J'ai pas fini le Raw de lundi dernier, mais dans la promo qu'elle fait pour lancer un défi à Asuka, j'ai trouvé... elle a fait tout ce qu'il faut. Elle a encore l'étincelle. Ce qu'on peut critiquer, c'est justement des fois le booking, notamment. Je repense, il y avait un match, c'est genre où ce que Lacey Evans était l'arbitre spécial avec Baron Corbin. Puis là, finalement, Becky est venue rétablir le tout. Puis c'était quand on essayait de nous présenter Becky Lynch et Seth Rollins comme étant le couple alpha de la lutte. Ça c'était pas winner. Mais tu sais, je pense vraiment pas que c'est de sa faute à elle. Je pense qu'elle fait tout ce qui... Daman était la plus grosse. Moi, il n'y a même pas de... moi aussi, c'est Becky. C'est de la mauvaise foi. Non, pas de la mauvaise foi, je suis juste ouvert à l'esprit. C'est un désir de nuance. D'accord. Non, c'est un désir, ça. J'en connais plein là, des comme toi. C'est un désir d'avoir des opinions pas... non. Il y a plein de gens qui vont être d'accord avec moi. Il faut que je pense autrement, parce que sinon... OK, dans les commentaires de l'épisode cette semaine, manifestez-vous si vous avez écouté ne serait-ce qu'un épisode de Impact cette année. On va régler la question de même. Chez les hommes. Là, c'est assez ouvert. Là, c'est assez ouvert. Oui, c'est vrai. C'est assez ouvert. C'est dur de regarder du côté du main roster de la WWE. Encore une fois, là, parce que tous les noms qui peuvent être contenders ont eu des bouts d'année. Kofi a eu un début d'année. Seth Rollins a eu une grosse année, mais en a passé la moitié. Il était comme...
une bonne partie d'année à être aimé, puis après ça, un moment donné, le monde ont turné contre Rollins, on est juste venu à bout. Puis il y a comme eu le reset, comme on n'a pas aimé ça à WrestleMania, on va te le refaire à SummerSlam, comme on voulait. C'est bizarre ça. Brock. Il y a eu un bout divertissant comme Money in the Bank. Je pense que celui à la WWE qui mériterait le plus ce titre-là, ça serait Bray Wyatt, probablement. Mais encore là, on est tôt dans l'expérience. Puis à date, c'est pas. On peut pas dire. On a beau aimer Bray, on a beau aimer le Firefly Funhouse. On peut pas dire que The Fiend et tout ça, c'est un succès sur toute la ligne. C'est pas un coup de circuit, c'est bon. On l'a vu à TLC, là, on a essayé autre chose en le faisant amener contre Bray Wyatt. La foule était assez quiet, là. C'était pas... C'est difficile de trouver comme une vraie grosse vedette, à part la rédemption de Roman Reigns un peu, mais il n'y a pas eu de championnat. Ils l'ont comme tenu loin, puis c'est ce qui a aidé à leur monter. 2020 pourra être son année. Là. Roman a tout en avant de lui pour aller gagner peut-être un titre à Mania, puis que ça soit sa grosse année l'année prochaine. C'est-tu là que je comprends rien si je vais de l'autre part? Là, c'est là qu'on y va. Je pense qu'on n'a pas le choix. Parce que c'est là qu'on y va, puis moi, c'est là que je réservais avec le Japon. On n'en a pas beaucoup parlé, mais j'ai quand même regardé beaucoup de Japon parce que c'était l'année de Kota Ibushi à la New Japan. On a décidé cette année que c'est à Kota Ibushi qu'on attachait la remorque pour combler le trou laissé par Omega, pour combler peut-être la baisse de régime de Naito, puis peut-être l'après Okada. Donc, on a choisi Ibushi au lieu de Naito. Ils ont comme eu une série de combats complètement folles, les uns et les autres. Il a gagné le G1 cet été, qui est probablement le meilleur G1 en termes de qualité de combat de l'histoire. Et là, il s'enligne vers sa grosse rivalité avec Okada. Il n'y a comme pas eu aucune fausse note dans l'année de Kota Ibushi, parsemé de combats 5 étoiles, et on en fait probablement le gros poulain de la New Japan. Donc, j'aime beaucoup l'année d'Ibushi, l'éclosion en tant que... C'est plus un Golden Lover, c'est Kota Ibushi qui est une vedette à part entière. Donc, moi j'aurais voulu donner un peu le même genre de rub à Will Ospreay qui a eu une année extraordinaire dans le ring. Le problème, c'est que tant qu'on garde Ospreay dans la division des Super Juniors, ça y enlève un peu quelque chose. Il y a eu un bon J1, mais ils ont comme décidé de le mettre dans le G1, comme on va lui montrer les limites d'Ospreay, puis il y a eu un 50-50 booking un peu tout le long, versus d'autres vedettes, dans le tournoi des Super Juniors, que Shingo a été invaincu, puis Ospreay n'avait juste échappé une. Ils ont comme décidé d'y mettre un plafond. C'est plate un peu, mais c'est ça. Ils ont décidé de mettre un plafond à Will Ospreay. Moi, j'ai pas assez regardé de la lutte japonaise cette année pour pouvoir me prononcer sur ça. Celui qui me vient en tête, j'aurais été surpris au début de l'année d'aller dans cette direction-là, mais je pense que c'est Chris Jericho qui est devenu champion de la All Elite Wrestling et qui a encore une fois réussi à se réinventer. Une nouvelle gimmick qu'on finit par dire c'est peut-être la meilleure version de Jericho à laquelle on a eu droit, puis avec le Inner Circle, tu sais. Quand j'ai vu que c'est lui à qui on donnait le mandat d'être le premier champion d'All Elite, j'ai quand même eu un doute. Je me suis demandé si c'était la bonne décision. T'sais. On arrive avec une nouvelle compagnie qui veut représenter l'avenir. On a Adam Page, c'est ça? Hangman, c'est ça? Page. Qui, justement, lui, représente l'avenir. Et on décide plutôt de couronner un ancien champion WWE comme premier champion All Elite. J'étais pas sûr, mais... Aussitôt qu'on a donné la balle à Jericho, il a transformé ça en or. Et j'hésitais entre lui et Moxley. En fait, même si Moxley n'a rien fait de si marquant, je trouve qu'il a eu une très bonne année. Il y avait quelque chose d'excitant autour de ce lutteur-là. Le problème que j'ai, moi, avec Jericho, encore là, c'est arrivé tard. Je veux dire, faut pas oublier qu'il n'y a rien pratiquement All Elite avant... la fin de l'été. Avant ça, ça a été quelques petits pay-per-views. C'était pas quelque chose qu'on voyait. Puis il y a eu de la New Japan. Puis il y a eu un peu de Japan. Là, si tu prends Mox, tu peux rajouter en plus un gros G1 qui a été intéressant. Fait que Mox pourrait aussi être en contention. Mais au final, le lutteur de l'année, c'est Adam Cole. Ah ben oui, moi j'ai pas pensé à Adam Cole. C'est l'année d'Adam Cole. C'est sûr. Puis c'est un peu c'est le miroir de Gargano l'année passée où Cole est devenu cette année la pierre angulaire,
la constante, en fait, d'un show, d'un takeover à l'autre, les défenses de titre, les Wargames, les combats toujours 5 étoiles. C'est impeccable son année. Même des matchs de la télé hebdomadaire, je me souviens d'un affrontement contre Matt Riddle. J'avais la mâchoire qui m'a déboîté tellement j'étais impressionné par ce match-là. Mais oui, c'est vrai maintenant. 3 matchs. Adam Cole, c'est sûr, 100%, c'est mon show aussi. 3 matchs en comme 4 jours, la fin de semaine de Wargames, quand il était blessé, le bump du dessus de la cage. C'est vrai, j'ai pas le choix d'aller du côté d'Adam Cole. C'est un bon choix. C'était mon storyline un peu pour tout l'ensemble avec Undisputed, mais oui, c'est parce que Adam Cole a eu une cibole de grosse année, donc difficile d'être contre le choix. J'ai une mention partielle par contre. Vas-y. On le regarde un petit peu moins parce que là, avec All Elite, avec la WWE, tout ça, on manque de temps. Mais il faut lever notre chapeau à PCO à 51 ans. Il a signé son contrat à Ring of Honor en décembre 2018. Là, on est en décembre 2019, il est champion du monde. Comme en 1 an, on peut dire qu'il a réussi son pari de se remettre sa map comme il faut. Oui, la Ring of Honor, ça va pas super bien ces temps-là, mais ils sont encore un joueur majeur. Je pense que PCO a une bonne part du succès sur son dos à lui. La compagnie a décidé de le backer beaucoup. Les gens sont derrière lui. Ça marche vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, un petit coup de chapeau à PCO. On les sent vouloir essayer justement de sortir un peu de ce marasme-là. Écoutez la lutte à RDS dimanche à 10h. Portion AWS comme d'habitude. Puis 2 combats qu'on est assez fiers de vous présenter. Man Angel qui a eu un dark match à la ROH qu'on vous présente à la télé. Et l'affrontement entre Rouge et PCO pour le championnat du monde de la ROH. C'est pas un spoiler, là. Il gagne, mais c'est quand même très cool. Puis coup de chapeau à PCO. Et puis il y a une mention évidente qui m'est sortie de la tête tantôt par rapport à la meilleure histoire de l'année. Je pense que la tourtière avec la mélasse mérite une place dans ça. Surtout que hier, la presse sort un article sur est-ce qu'on doit appeler ça de la tourtière ou du pâté à la viande. Moi, j'étais sûr là, que la tourtière, c'était parce que c'était fait avec de la tourte. C'est à la base dans le temps. Mais c'est à cause du plat qui était utilisé pour faire cuire ça. Et donc, à la base, tu mettais 2 abaises de pâte avec de la viande dedans. Et donc, un pâté à viande, tu peux l'appeler une tourtière. C'est étymologiquement correct. Allez lire la presse. Tu sors d'ici immédiatement. Je vais défendre mon point. C'est pas ça une tourtière. C'est pas une tourtière. Tu vois, quand on parle de storyline qui a du hate encore, là, on en a la preuve. Là, tu vas pas me faire un heel turn direct là, en appelant un pâté à viande de la tourtière. C'est pas vrai. Tourtière. C'est pas vrai, femme tailleuse. La science a parlé. Moi, c'est là que je vous dis que j'aime mieux manger de la dinde. Rapidement, Alex, je peux-tu prendre 3 minutes encore? Merveilleux. C'est Wrestle Kingdom 14 en début d'année. Je veux qu'on en parle rapidement, vite, en 2 soirs cette année. C'est un gros pari qu'on fait, qu'on dit que WrestleMania devrait peut-être faire depuis des années. Fait que là, en 2 soirs, le premier soir, Archer contre Moxley dans un Texas Deathmatch pour la ceinture américaine. Ospreay contre Hiromu, justement, pour la ceinture des Juniors. Jay White, Naito pour la ceinture intercontinentale, puis Okada Ibushi pour la ceinture heavyweight. Grosse première soirée, puis cette première soirée-là met la table à la deuxième soirée parce que le gagnant du combat Okada Ibushi et le gagnant du combat White Naito s'affrontent en finale le lendemain pour couronner un double champ. Les 2 perdants vont s'affronter aussi dans un match de 2 gars que ça ne lui tentera pas d'être là. C'est ça. Tanahashi Jericho le lendemain aussi. Le gagnant, la ceinture US est redéfendue contre Juice. Saber contre Sanada. Au travers de tout ça, il y a les derniers combats de Jushin Tiger Liger. Voilà. Je voulais en parler dans mon storyline de l'année, l'espèce de tournée d'adieu de Jushin Thunder Liger, mais c'était quand même un peu mineur malgré tout. C'est une belle histoire, mais ça reste que ces belles années sont loin, loin, loin derrière lui. Et là, on ferme ça complètement au Tokyo Dome, 2 soirs, des combats par équipe. Un beau petit farewell. Est-ce que le couronnement d'un double champion le jour 2 est capable de overshadower la force de la carte du jour 1, les gros affrontements? Je sais pas si ça va jeter de l'ombre, mais ça va assurément ajouter de l'intrigue au jour 1. Parce que là, dès qu'on va savoir qui gagne de Naito White, on va s'imaginer, OK, demain soir, je vais avoir, mettons, Naito contre le gagnant. Puis je suis comme, hey, j'aime-tu mieux Naito Ibushi ou un Naito Okada? Puis là, tu sais, j'aime qu'ils se sont placés des pions pour que l'histoire soit intéressante. Moi et toi. Ma prédiction, c'est Ibushi Naito dans le soir 2 avec Ibushi qui gagne tout. Okay.
mais je serais pas surpris que ce soit Okada, Naito, puis qu'Okada gagne. Tu sais, il y a juste Jay White que je trouve qu'il cadre moyen dans les plans parce que c'est encore trop tôt dans son push. Mais c'est ça, ils se sont donné des munitions pour me tenir en haleine du « je le sais pas où ils s'en vont avec ça ». Le safe bet, c'est Okada gagne tout, parce qu'Okada gagne tout le temps tout. Mais Ibushi est tellement en grosse montée, mais Naito, ça fait 2 ans qu'il en parle, des double champs. Donc, t'es comme, c'est fatigant. Donc, tu sais, juste pour ça, j'ai vraiment, vraiment hâte. Puis toute la sous-carte, les combats par équipe sont pas à négliger non plus. Le Evil puis Sanada ont encore une grosse année. C'est comme, il y a plein d'affaires louches. Puis si vous avez pas vu Shingo Takagi, il y a des combats dans cette carte-là. Il faut que vous alliez le voir aussi. Ospreay va la sortir du stade contre Hiromu, vous créerez même pas ça. Non, moi, j'ai peur qu'ils se tuent, les deux gars. C'est ça, donc ça va être là. Puis on est en congé, je vais être en bobette chez nous, je vais vivre ma plus belle vie. Je vais regarder de la New Japan sans sortir de chez nous. J'ai des présentement, effectivement. Je me cache par le bureau. Donc, le bonheur. Donc, merveilleux. Belle année 2019 de lutte, messieurs. Encore merci d'avoir été là. Joyeuse fête. Merci à tout le monde de nous écouter. Merci à tout le monde de nous écouter. C'est le fun de vous avoir. Nous regarder maintenant, c'est une nouveauté 2019. Merci à tous ceux qui viennent avoir des discussions. Vous pouvez nous écouter sur iHeartRadio. Merci à tout le monde qui vient discuter sur la page Facebook. On lit tout. On répond pas tout le temps, là, mais je garantis, on lit tout. À ceux qui nous traitent de pas fiables parce que quand on prend des congés, manger du poêle. Hey, faites des enfants pour s'en reparler. La base, c'est un peu ça. C'est ça. Merci de continuer d'être là toutes les semaines dans cette belle aventure. Messieurs, merci. Si Dieu le veut. Et on se revoit après les fêtes. 2 semaines de congé. On se revoit en janvier après Wrestle Kingdom. Profitez du temps des fêtes, tout le monde. Bisous dans le cou. Non.